Donc, nous commençons notre deuxième année de ce cycle de conférences. Et donc, le conférencier ce soir est Yves Meyer. Donc, Yves Meyer est un ancien élève de la rue d'Ulm, professeur émérite à l'ENS Cachan, membre de l'Institut. Et si je peux dire quelques mots un tout petit peu personnels, je dirais que c'est une personnalité scientifique tout à fait hors du commun, parce que c'est un scientifique qui est passé au sein des maths, qui a travaillé sur des questions très différentes, et donc chaque fois il devenait en quelque sorte un petit peu l'expert de la question, et il arrivait à se relancer complètement sur un autre domaine, à abandonner tout en quelque sorte pour étudier des questions nouvelles pour lui. Et donc il a eu comme ça un petit peu plusieurs vies scientifiques différentes. Et donc c'est l'une d'entre elles dont il va nous parler ce soir. Merci pour cette introduction et merci d'être venus si nombreux. Alors, mon premier sujet, Stéphane Jaffar m'avait demandé ça il y a à peu près 2 mois, c'était comment je suis passé des mathématiques pures aux mathématiques appliquées. Et finalement, en réfléchissant à cette question, je me suis dit que ça valait la peine pour vous aussi de savoir comment on devient un mathématicien. Donc je voulais un peu vous parler des années, pour moi, qui ont été celles que vous connaissez maintenant, des années au lycée qui ont été un peu déterminantes. Donc je commence par... Voilà. Voilà. Donc, au lieu de dire comment je suis devenu... Oui, ça se lit correctement. Comment je suis devenu mathématicien appliqué, je vais vous parler de quelque chose qui est un peu attenant, qui est en rapport avec des problèmes qui m'ont beaucoup agité toute ma vie. Quand on fait des mathématiques, est-ce qu'on fait ça par goût de la vérité, par goût de la beauté, ou parce qu'on essaie d'être utile? Et je me définirais comme, et c'est au fond ce que je préfère le plus, comme un ancien élève du lycée Carnot de Tunis. Donc, je vais d'abord parler de mon enfance à Tunis, qui a été pour moi totalement déterminante, et de ma passion pour la géométrie. Alors, je dirais ensuite le rôle que joue la géométrie dans la physique ancienne et contemporaine. C'est assez bizarre, mais ça joue un rôle extrêmement important. L'illustration, c'est celle des quasi-cristaux, parce que ce sont des objets magnifiques que je vais vous montrer. Et enfin, je reviens à Tunis, et c'est pas moi qui suis revenu, c'est un jeune physicien de Princeton, en parlant de l'art de l'islam au XVe siècle. Vous allez voir, c'est totalement surprenant. Donc, voilà, ça c'est Tunis. Tunis que j'ai connu, que j'ai aimé. Cette montagne s'appelle le Boukornine, elle n'est pas très haute, elle a 450 mètres. Et derrière, il y a le Djebel Ressas, c'est la baie de Tunis que vous voyez. Et Tunis, la photo est prise de Sidi Bou Saïd, et Tunis est au pied de la montagne. Alors ça paraît vraiment très très beau, on se dit quelle chance on a eu d'être enfant à Tunis, et c'est vrai. Ça c'est le lycée Carnot de Tunis, c'est là que j'ai fait toutes mes études, jusqu'à la classe de terminale, et il y a des tas de gens qui en sont sortis, le linguiste Claude Agege, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est professeur émérite au Collège de France, Albert Memmi, le grand écrivain, etc. Il y a des tas de gens qui ont été élèves dans ce lycée. Et la première fois que je suis venu en France, que je suis venu à Paris pour passer les concours, j'étais hébergé au lycée Saint-Louis et j'étais complètement catastrophé. C'était l'époque où tout était noir, parce que c'était avant Malraux et avant que les bâtiments aient été décapés. Tous les bâtiments de Paris étaient noirs comme du charbon. Notre-Dame, tout était noir. Et venant du lycée Carnot, je me disais, mais comme les pauvres Français sont malheureux d'être dans des lycées aussi noirs. Et ça, c'est quelque chose qui était tout près de l'endroit où j'habitais, et ça va intervenir dans mon exposé de façon surprenante. Ça, c'est Virgile. Virgile en pied, en train d'écrire l'Énéide. Et c'est une mosaïque qui est au musée du Bardo. Le musée du Bardo était juste à quelques kilomètres de l'endroit où j'habitais. Et c'est vrai que la beauté était partout présente en Tunisie, et Virgile, Platon m'était familier. Alors, j'adorais la géométrie, et je vais vous montrer une figure qui a été
un théorème de mathématiques qui a été trouvé par Euler, par le mathématicien suisse Euler, qui a vécu au XVIIIe siècle. Ça s'appelle le cercle des 9 points. C'est le genre de choses qui me fascinait quand j'étais petit. Vous prenez n'importe quel triangle, hein, le triangle c'est ABC, vous prenez les pieds des perpendiculaires, des 3 perpendiculaires, vous prenez les milieux des côtés, donc les pieds des 3 perpendiculaires s'appellent H1, H2, H3. Vous prenez les milieux des 3 côtés, qui s'appellent M1, M2, M3, et vous prenez les milieux des segments qui joignent l'orthocentre aux 3 sommets. Et ces milieux s'appellent E1, E2, E3. Ces 9 points sont sur le même cercle. Et quand j'étais petit, j'adorais le plaisir presque sensuel de vérifier expérimentalement, de tracer cette figure magnifique, de vérifier expérimentalement que les 9 points étaient sur le même cercle, et ensuite de pouvoir le démontrer. Et c'était pour moi l'émotion du plaisir mathématique. Et alors, c'est une émotion qui rejoignait 2 sensations, une sensation de beauté et d'expérimentation, parce que la figure géométrique, c'est moi qui la construisais, et en même temps, la sensation intellectuelle de découvrir que c'était vrai par un raisonnement. Et c'est la beauté et la vérité. Le beau, c'est l'intelligence rendue sensible. C'est Joubert qui a donné cette définition de la beauté. L'influence de la géométrie, alors c'est très curieux. Ça existait depuis l'Antiquité grecque, puisque Platon, en fait c'est Euclide qui avait découvert qu'il y avait 5 solides réguliers, c'est-à-dire où toutes les faces étaient identiques et convexes, donc les 5 polyèdres convexes réguliers, le tétraèdre, le cube, l'octaèdre, le dodécaèdre et l'isocaèdre. Et les Grecs, par une pensée un tout petit peu qui nous paraît aujourd'hui étrange, ont pensé que ces 5 solides réguliers façonnaient le monde. Ils avaient des associations assez bizarres, le feu associé au tétraèdre, l'air à l'octaèdre, la terre au cube, l'univers au dodécaèdre et l'eau à l'isocaèdre. Mais en réalité, cette théorie de Platon est en fait une préfiguration de ce qu'il y a de plus moderne dans la mécanique quantique, parce que, en fait, les particules élémentaires en mécanique quantique sont associées à des représentations de groupes. Et le fait qu'il n'y ait que 5 solides réguliers provient du fait qu'il n'y a que 5 sous-groupes en dimension 3, sous-groupes finis du groupe des rotations. Donc en réalité, c'est associé à un concept qui a été ensuite découvert par Galois, qui est le concept de groupe. Et le physicien pakistanais Abdus Salam, qui est maintenant décédé, a prédit l'existence des particules Z et W en utilisant la théorie des représentations de groupe. Donc en réalité, l'idée qu'il y ait une sorte de correspondance entre un objet géométrique comme un groupe qui est un objet géométrique qui permet de comprendre les symétries qu'il y a dans des morceaux de mathématiques. Et l'existence du monde physique est quelque chose qui est complètement inscrit dans la mécanique quantique contemporaine. Et c'est assez étrange que des pensées qui sont a priori qui nous paraissent complètement farfelues retrouve une forme d'actualité dans la physique contemporaine. Ceci était simplement une digression, je reviens à mon enfance. Mon enfance a été complètement abîmée, cassée par la guerre d'Algérie. J'avais 15 ans. Alors, surtout moi en Tunisie, qui était tout à fait à l'intérieur d'un monde musulman, cette guerre m'est parue absolument horrible. Donc j'avais 15 ans quand elle a commencé. En fait, elle a duré 7 ans et elle était vraiment terrible. Et on était, à cette époque, complètement confrontés, enfants et adolescents, au fait que la presse était entièrement censurée, parce qu'il ne fallait pas dire que la guerre existait, il ne fallait surtout pas parler de l'existence de la torture, etc. Et elle était censurée ou bien mensongère. D'où l'idée, un adolescent révolté, ça a toujours existé, hein, même les gens qui
aujourd'hui portent une cravate comme moi, ont été des adolescents révoltés. Et ça m'a amené à chercher la vérité par moi-même. Et ne plus croire en personne était pour moi une forme de révolte, d'insoumission. Et le charme des mathématiques pour moi, c'était que j'étais le seul juge de la vérité. Je pouvais prouver que le maître se trompait. En fait, mes professeurs ne se trompaient très rarement parce qu'ils faisaient d'excellents cours. Il m'arrivait de me tromper en faisant des cours. Mais on peut arrêter le professeur en lui disant qu'il se trompe. Tout simplement qu'il y a une erreur de signe ou bien qu'il a... L'argument d'autorité ne fonctionne pas en mathématiques puisque on ne peut pas dire « vous allez croire en ce résultat, je vais vous le démontrer ». Et donc c'est vous qui êtes le juge de la vérité. C'est très étrange quand on y réfléchit profondément. Quand j'étais enfant et quand les physiciens me disaient, le professeur de physique, que Michelson et Morley avaient fait telle ou telle expérience, c'était en réalité, malgré le respect que j'ai aujourd'hui pour la physique, un argument d'autorité. J'étais obligé de croire que cette expérience avait été faite. Je ne pouvais pas, en aucune façon, m'assurer par moi-même, par mes propres ressources intellectuelles, que le résultat était vraiment vrai. À cause de la forme d'esprit que j'avais, qui était une forme d'esprit de révolte et d'insoumission, les mathématiques me paraissaient la seule discipline où je pouvais tout contrôler par moi-même. Et ça me paraissait absolument essentiel. Donc, dans ma vie d'adulte, j'ai d'abord cherché, d'adulte mathématicien, la vérité et la beauté. La vérité, c'était quelque chose à quoi je tenais dans mon enfance à cause de cette expérience politique de la guerre d'Algérie, et la beauté parce que j'étais très sensible en tant que vivant à Tunis à la beauté. Partout il y avait de la beauté, les amandiers en fleurs en février étaient d'une beauté qui était bouleversante, et c'est pour ça que mon premier amour fut la théorie des nombres. Aujourd'hui, d'ailleurs, en écoutant les prix donnés par l'Académie des sciences, j'ai retrouvé mes premiers amours en entendant Colliotte-Hélène, et ça m'a fait un plaisir infini. Donc, la théorie des nombres et l'étude des nombres de Piso et de Salem, dont il a été question d'ailleurs dans les prix donnés par l'Académie des sciences, il y avait encore des nombres de Piso et de Salem. Je vais vous raconter ce que c'est qu'un nombre de Piso et de Salem, j'ai tellement aimé ça que je ne peux pas m'en empêcher, donc ça c'est un morceau de mathématiques qui va revenir. Donc vous prenez un nombre réel θ supérieur à 1, c'est un nombre de Piso s'il a les deux propriétés suivantes. D'une part, c'est un anti-algébrique, ça veut dire qu'il est solution d'une équation θ puissance n plus a1 θ puissance n moins 1, équation qu'on va réécrire sur le transparent d'après, plus an égale 0, où les AJ sont des entiers positifs ou négatifs, et si toutes les autres solutions de la même équation, autres que θ lui-même, ont un module inférieur à 1, parce que ce sont éventuellement des nombres complexes. Un nombre de Salem est défini par la même condition que certains conjugués peuvent avoir un module égal à 1. Un nombre racine de 2 n'est pas un nombre de Piso. Pourquoi? Parce que l'équation c'est x2 moins 2 égale 0 et que l'autre solution de cette équation c'est moins racine de 2 qui n'a pas un module inférieur à 1. Le nombre d'or 1 plus racine de 5 sur 2 est un nombre de Piso. Il est solution de l'équation x2 égale x plus 1. Et l'autre solution, c'est 1 moins racine de 5 sur 2. Et si vous calculez 1 moins racine de 5 sur 2, c'est un module strictement inférieur à 1. Alors, on va voir pourquoi, et c'est ça qui va m'amener aux mathématiques appliquées, pourquoi cette histoire de nombre de Piso de Salem intervient dans la chimie contemporaine. Vous allez voir, c'est complètement étrange, les rapports entre le monde mathématique et le monde qui nous entoure. Donc là, je répète la définition des nombres de Piso, que j'aimais tant quand j'étais petit. Un nombre de Piso est défini comme la solution d'une équation à coefficient entier. Il y a 1 devant θ puissance n, on appelle ça un entier algébrique, sinon ça serait un nombre algébrique. Les AJ sont des entiers de signe arbitraire et les n-1 conjugués, c'est-à-dire les autres solutions de l'équation, vérifient le fait d'avoir un module strictement inférieur à 1. Le nombre de Salem, c'est la même chose, sauf qu'il y a au moins une égalité parmi les n-1 inégalités. Donc, quand j'étais jeune, quand j'avais 30 ans, ou 27 ans, ce qui m'intéressait dans les mathématiques, c'était la beauté, c'était mon seul critère. Je voulais faire, en écrivant des mathématiques, je voulais faire une œuvre d'art, j'avais cette prétention que maintenant je n'ai plus du tout.
mais c'est ce qui m'animait. L'utilité, ça ne m'intéressait pas du tout. Je me souviens une fois d'avoir répondu à Jean-Pierre Kahn, qui était mon directeur de thèse. Il me reprochait de faire des choses inutiles. Mais je lui disais, mais Jean-Pierre, si j'avais voulu faire des choses utiles, je serais devenu ingénieur, je n'aurais pas fait des mathématiques. Je voulais faire des mathématiques pour être libre et faire des choses belles, pas pour faire des choses utiles. Et bizarrement, l'utilité est venue de façon complètement imprévue dans ma vie, a fait irruption dans ma vie. L'utilité ne m'est apparue que beaucoup plus tard, accidentellement, dans 3 domaines différents: théorie du contrôle, je vais en parler une seconde, ondelettes et traitement du signal, et les quasi-cristaux. Donc je vais vous parler des quasi-cristaux, mais d'abord je vais essayer de rendre hommage à quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, c'est Jacques Luyons. Jacques Luyons est intervenu dans ma vie à une époque extrêmement dramatique. J'avais perdu mon meilleur ami, Charles Goulaoui, d'un cancer foudroyant, et j'étais tombé dans une dépression réellement grave. Et Jacques Luyons, à cette époque, s'intéressait au programme spatial. Jacques Luyons est un mathématicien pur au départ qui a joué un rôle immense en France dans la création d'une école de mathématiques appliquées. Donc il était directeur du CNES et il s'intéressait aux problèmes spatiaux et en particulier à la construction de la station orbitale, la fameuse station orbitale. Et l'obsession des gens, c'était que cette station puisse se disloquer à la suite de vibrations incontrôlables. Donc l'idée, c'était de placer des petits réacteurs en des endroits précis et de pouvoir, des petits réacteurs qui n'avaient pas beaucoup de puissance, pas beaucoup d'énergie, mais de pouvoir, à partir du moment où le système se mettait à vibrer, contrôler le petit réacteur, envoyer un ordre pour casser, freiner la vibration. C'est-à-dire un système qui fonctionne en temps réel de façon automatique, d'automatiser la stabilité. Et il avait un problème qu'il ne savait pas résoudre sur ce qu'il appelait la contrôlabilité des structures spatiales flexibles. Et comme j'étais je ne savais pas quoi faire, j'étais dans un état vraiment prostré, j'ai accepté sa proposition de travailler là-dessus. Et cela fut mon premier pas vers les applications des mathématiques. J'ai compris que mes recherches pouvaient être utiles. Pour moi, c'était vraiment une découverte complètement extraordinaire. Le fait que le savoir-faire que j'avais acquis à l'époque en analyse en équation dérivée partielle puisse être utile à quelque chose, c'est prodigieux. Quand je regarde mon passé, je me aperçois que c'est juste quelques mois après que je me suis engagé dans l'aventure du traitement du signal par les ondelettes. Et je ne vais pas vous parler de ça, je vais vous parler des quasi-cristaux. Dans cette histoire des quasi-cristaux, je vais vous raconter, alors l'utilité de ce que j'avais fait n'est apparue qu'après coup, après la bagarre, bizarrement. Mon travail, qui était potentiellement très utile, n'a pas été à l'origine des découvertes de Roger Penrose et de Denis Gracias, mais on va commencer par le commencement. On va commencer par Roger Penrose, qui est né en 1931, qui est un mathématicien, un physicien anglais, qui est hyper célèbre pour la prédiction de l'existence des trous noirs. Alors ça, c'est quelque chose d'assez fantastique. Tout le monde a entendu parler des trous noirs. Les trous noirs, c'est les morceaux de l'univers où l'attraction est pratiquement infinie et qui engloutissent, un peu comme le siphon d'un évier, toutes les galaxies qui passent à leur... trop près d'un trou noir, tout disparaît dans une sorte d'apocalypse gravitationnelle. Et en fait, les trous noirs, pour le moment, on n'en a jamais observé, évidemment, parce que si on allait se balader trop près d'un trou noir, on serait nous-mêmes aspirés par le trou noir, on n'en reviendrait pas. On a uniquement ce qu'on appelle des preuves indirectes, c'est-à-dire il y a des phénomènes qui ne sont explicables que par l'existence des trous noirs. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que les trous noirs ont été prévus par un calcul fondamental, théorique, sur les équations dérivées partielles qui ont été établies comme donnant la formation et l'évolution de l'univers par Einstein. Donc, Roger Penrose a prédit les trous noirs. Et du coup, Galilée avait écrit au XVe siècle, le livre de la nature est écrit dans le langage mathématique. Alors, je reviendrai après sur ce que j'ai fait moi-même sur les quasi-cristaux
Et je commence par décrire les quasi-cristaux à la Penrose, parce que c'est ça qui les a rendus absolument célèbres. Et on revient au thème de la mosaïque. Donc, les quasi-cristaux de Penrose, c'est le problème suivant. C'est un problème que vous pouvez raconter à votre petit frère et votre petite sœur. C'est tout simplement un puzzle. Un puzzle où vous disposez uniquement de 2 pièces, de 2 morceaux. Ici, de 2 losanges. Dans le quasi-cristal en haut, vous avez le losange rouge et le losange jaune. Vous avez une infinité de losanges rouges, tous identiques. Une infinité de losanges jaunes, tous identiques. Et il faut paver le plan. Alors, en fait, c'est facile, parce que vous pouvez prendre des losanges extrêmement réguliers et prendre une sorte de pavage périodique, un peu comme du carrelage. Mais ici, on demande une condition supplémentaire. Vous voyez le centre de la figure, vous avez un pentagone régulier, vous avez 5 points qui occupent des positions régulières. La figure est invariante par rotation d'angle 2π/5. Alors c'est là la condition supplémentaire qui va jouer un rôle crucial. Et à ce moment-là, le défi, c'est de découvrir quel losange il faut employer, parce que si vous prenez des losanges un peu au hasard, vous n'arriverez jamais à voir cette rotation d'angle 2π/5, et trouver l'agencement des losanges pour avoir une mosaïque, un pavage exact du plan. Si vous demandez simplement un pavage exact du plan, n'importe quel, je dirais, parquet vous en assure, n'importe quel carrelage de cuisine vous en assure, vous prenez les carrés identiques, vous les mettez bout à bout. C'est très facile de faire un pavage. Le pavage en question est invariant par rotation de 90 degrés, si les carrés sont identiques, hein, vous voyez. Ici, l'angle est égal à 2π/5. Aucun pavage connu. Vous avez aussi les ruches d'abeilles, le fameux pavage hexagonal. Vous prenez des triangles équilatéraux et vous les mettez bout à bout, et ça fait le pavage hexagonal. Il est invariant par rotation d'angle 60 degrés. Le pavage de Penrose était invariant par rotation d'angle 2π/5, et ça, c'était vraiment extraordinaire. Alors, ce qui est très curieux, c'est de lire la motivation de Penrose. Penrose écrit que, en fait, le problème avait été posé par Kepler. Il est complètement fascinant de savoir que Kepler, dans ses lois sur les planètes, était complètement inspiré par les solides de Platon. Il inscrivait les orbites des planètes dans les solides réguliers de Platon et pensait ainsi expliquer les distances des planètes au Soleil. Donc Kepler pensait la géométrie du système planétaire en tant que solide platonicien. Kepler avait fait à la main des essais de mosaïques comme celle que je vous montre. On possède à l'heure actuelle les dessins de Kepler. C'est complètement fascinant dans l'histoire des idées. Penrose a voulu faire mieux que Kepler et démontrer que l'idée qu'avait Kepler vivait au XVIe siècle, l'idée qu'avait Kepler de pouvoir avoir des mosaïques nouvelles du plan était juste, et Penrose les a découvertes. Donc ça, c'est la découverte de Penrose, et sont des motifs très beaux parce qu'ils ont une régularité dans l'irrégularité. Ce ne sont pas, je vais vous en montrer d'autres, alors voilà, les règles du jeu. Hein. Donc les pièces, les morceaux dont Penrose se sert sont 2 losanges A et B. Hein, le même jeu peut se jouer avec d'autres formes géométriques, 5 triangles par exemple. Donc on a un nombre infini de losanges, tous identiques à A, tous de même pour B. On doit paver le plan infini des mathématiciens à l'aide de ces losanges. Paver un morceau, on y arrive, mais il y a toujours, si on essaie de le faire à la main, il y a toujours un endroit où les choses vont se recouvrir et ne vont pas s'emboîter exactement. Donc, Penrose veut que la figure obtenue soit invariante par rotation d'angle 2π/5, et il a résolu ce problème en 1976. Et il nous dit qu'il s'est intéressé à ce problème en hommage à Kepler,
et qu'il s'est ensuite réjoui de créer une belle figure. Donc de nouveau, c'est la beauté. Donc voilà un quasi-cristal. Voilà. Alors le quasi-cristal n'a aucune, il ne se reproduit pas, il n'a aucune périodicité. Donc vous voyez le centre de l'objet, la rotation d'angle de pi sur 5, c'est la même figure que celle qui était coloriée tout à l'heure. Et il y a une sorte, un peu comme dans la musique de Mozart, il y a une sorte de... On croit que ça se répète et ça change sans arrêt quand vous déplacez dans le quasi-cristal. Il n'y a pas... Le motif ne se répète pas comme du papier peint. Ça change sans arrêt quand on se déplace et ça fait un recouvrement exact. En voilà un autre. Alors, est-ce le même que le précédent? Évidemment, on ne peut pas, à simple inspection, le décider. Hein, c'est pour ça que je dis regardez-le bien, mais vous aurez sur le site de l'Institut Henri Poincaré, vous aurez le texte de cette conférence, de telle sorte que vous pourrez regarder tout ça à loisir. Et en voilà un autre. Et ce sont des images qui sont tellement belles que certaines universités ont fait des dallages avec des quasi-cristaux, des carrelages avec des quasi-cristaux. Alors, celui qui est en bas a 5 types de pièces, est fabriqué avec 5 types de pièces. Donc, c'est des figures très difficiles à découvrir. C'est un point qui est très intéressant, ça ne peut pas se démontrer par induction. On ne peut pas le faire par un calcul par ordinateur, il faut avoir une règle pour construire le pavage de Penrose. Et un morceau aussi étendu soit-il d'un pavage de Penrose ne permet pas de continuer le dessin, sauf si on connaît les règles de construction. Et alors, le point qui est complètement stupéfiant dans cette histoire, c'est qu'ils ont été découverts dans la nature. Ils ont été découverts dans la nature par une équipe de chimistes, par 5 personnes, dont Denis Gracias, qui est un Français, et dans des alliages, et donc un article qui est très célèbre, qui est cité ici en 84. L'article est paru en 84, donc il est paru 8 ans après la découverte de Penrose. Donc ça, c'est un point qui, au niveau de l'histoire de la pensée humaine, est complètement fascinant. Pourquoi? Beaucoup de gens font le reproche aux mathématiciens de venir, après la bataille, mettre de l'ordre dans ce qu'ont fait les physiciens, les chimistes, etc. C'est rendre rigoureux des pensées prophétiques des physiciens. Ici, c'est l'inverse qui s'est produit. La découverte des quasi-cristaux est due à Penrose, qui est sur des bases, et il était des bases mathématiques, et son seul rêve, c'était la beauté. Les quasi-cristaux ont été ensuite découverts dans la nature. Et Denis Gracias et ses collaborateurs n'ont pas été influencés par la lecture du travail de Penrose, ils ne le connaissaient pas. Et quand ils ont voulu publier, les gens, les cristallographes, leur ont dit « mais ça n'existe pas, ça ne peut pas exister, lisez donc un livre de cristallographie ». Donc ça a rencontré une vive opposition parce que les esprits n'étaient pas prêts à accepter l'existence de quasi-cristaux. Et donc les lois de la cristallographie interdisaient en effet l'invariance par rotation d'angle de pi sur 5 que Denis Gracias et ses collaborateurs observaient dans les images de diffraction des quasi-cristaux. Je ne vais pas vous parler de la diffraction parce que ça m'entraînerait sur la transformée de Fourier, etc. Mais c'est comme ça que les quasi-cristaux ont été découverts. La technique de diffraction par rayons X est utilisée aussi pour calculer la structure des grosses molécules de la biologie moléculaire, et c'est comme ça qu'on a trouvé la double hélice. Donc, c'est Crick et Watson ont découvert le code génétique de double hélice en étudiant les figures de diffraction des molécules de la biochimie, parce qu'elles s'organisent assez spontanément en cristaux. On peut faire passer des rayons X, on a des images de diffraction, et là, il s'est passé cette chose abominable, que la dame, qui était la collaboratrice de Crick et Watson et qui avait fabriqué ces images absolument magnifiques, est morte d'une leucémie qui était due à l'excès de rayons X et n'a pas pu être associée au prix Nobel de Crick et Watson, et seulement les aficionados se souviennent encore de son nom. Alors voilà des quasi-cristaux qui m'ont été fournis par Gracias,
qui viennent de la chimie. Alors c'est en 3 dimensions, évidemment. Les images de quasi-cristaux que je vous ai données tout à l'heure, c'est en 2 dimensions. Donc celui-là est en 3 dimensions, et celui-là est assez extraordinaire. On s'aperçoit, en regardant les billes noires, donc ça, ce n'est pas une photographie, hein, c'est une simulation, c'est-à-dire c'est une filure construite en fonction de tous les renseignements qu'on a sur la position des atomes dans ces alliages. Donc il n'y a aucune photographie qui ait cette qualité esthétique. Hein. C'est une simulation, mais qui témoigne le vrai. Et on s'aperçoit qu'il y a ces motifs pentagonaux. Vous voyez, il y a, si vous regardez les boules noires, vous voyez qu'il y en a certaines qui sont organisées avec une symétrie pentagonale. Donc c'est aluminium, palladium, manganèse comme alliage. Hein. Ce sont des alliages qui ont cette propriété géométrique absolument extraordinaire. Alors, mes quasi-cristaux, donc je vais dire quelques mots sur mes travaux sur le sujet, qui étaient antérieurs de façon étonnante à la découverte de Penrose, mais ma motivation était tout à fait différente. Donc ma motivation, c'était des ensembles de points, ce n'était pas des mosaïques, et c'était des ensembles de points qui donnent une structure qui était plus intéressante pour moi et plus riche que la structure de points régulièrement disposés, comme dans une feuille de papier quadrillé. Vous prenez les sommets et ils sont régulièrement disposés. Et donc je voulais avoir quelque chose qui était intermédiaire entre l'ordre et le désordre. Et mon ensemble lambda, qui aujourd'hui s'appelle les ensembles Meyer-7, ce n'est pas moi qui ai inventé la terminologie, qui est due à Robert Moody et à Jeffrey Lagarias, c'est que, un peu comme pour les stations-service, il faut que on en trouve régulièrement. C'est-à-dire qu'il y a un certain rayon R tel que tout disque de rayon R, quel que soit son centre, contienne au moins un point de lambda. Et puis, que les stations-service ne soient pas trop rapprochées, on ne veut pas qu'il y en ait qui s'accumulent trop proches les unes des autres. Donc ça, c'est les conditions A et B, que les points soient régulièrement disposés et régulièrement espacés. Et la troisième condition C, c'est une condition qui ressemble à ce qu'on demande pour un groupe, c'est que l'ensemble lambda moins lambda de toutes les différences lambda moins lambda prime entre 2 points de l'ensemble possède aussi ces 2 propriétés A et B. Donc c'est très bizarre qu'avec une définition aussi abstraite, on tombe sur, d'une part, ces beaux dessins, et d'autre part, moi j'avais fait, c'était avant les ordinateurs, et j'ai encore ça dans mon bureau, j'avais fait des dessins à la main qui n'ont jamais convaincu personne, parce que c'est très drôle. Et donc, alors, et là, j'en arrive au nombre de Piso de Salem, qui est très... Donc, mes ensembles sont les sommets des quasi-cristaux de Penrose. Et l'endroit où les nombres de Piso de Salem interviennent, c'est d'une beauté incroyable, les retours des choses dans l'expérience des mathématiques. Si vous prenez un nombre θ tel que θ lambda, en multipliant tous les points de lambda par θ, en faisant une sorte de grossissement d'inflation, ceci est inclus dans lambda, θ est un nombre de Piso de Salem. Donc, pour en savoir plus, vous regardez dans Google. Alors maintenant, j'en arrive au point qui est vraiment, pour moi, le plus bouleversant, parce que ça me ramène à mon enfance. Il y a 2 ans, exactement 2 ans, donc c'est très très récent, un physicien de Harvard qui s'appelle Peter Lou a décidé de voyager en Ouzbékistan. Alors ça, c'est un peu la particularité qu'ont les Américains de ne pas s'effrayer, malgré la réputation qu'on leur fait, de voyager dans des endroits très bizarres. Hein. Surtout que l'Ouzbékistan, il y avait une guerre civile, puisque c'est après la chute du mur, c'est il y a 2 ans. Donc, et il a remarqué, c'est un physicien, sur le mur d'une madrasa, c'est-à-dire d'une école coranique, à Bukhara, ville d'Ouzbékistan, un motif géométrique identique à celui d'un quasi-cristal. Donc il savait ce qu'étaient les quasi-cristaux. Et l'édifice date du XVe siècle. Depuis, on en a découvert beaucoup d'autres. Hein. Et
Peter Lou consulte aujourd'hui les livres écrits par les artistes musulmans du Moyen-Âge et il cherche si certains motifs géométriques qui sont proposés respectent les règles de construction établies par Penrose. En fait, toute l'affaire vient du fait que les artistes musulmans, comme on sait, n'avaient pas le droit de représenter l'homme ou les animaux, parce que créés par Dieu, et on n'a pas le droit de les représenter. Ce qui les a conduits à la découverte de nouveaux motifs géométriques d'une incroyable sophistication. Alors, je vous montre ça, parce que ça, c'est vraiment beau. Donc, vous avez effectivement cet objet qui a la symétrie pentagonale, qui se trouve à Boukhara, en Ouzbékistan. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que ça veut dire qu'on fait des efforts qu'on croit sublimes pour redécouvrir quelque chose qui existait avant. Ça pose un problème redoutable que je ne sais absolument pas résoudre. Et je dirais que les sciences et les arts se donnent la main et se prêtent un appui mutuel. C'est un peu... Donc, je conclurai par ça, pour laisser la place aux questions évidemment, que j'ai été stupéfait quand j'ai compris que ce que je faisais par amour de la beauté pure était utile d'intervenir en chimie, d'une part. Et la découverte de la profonde unité des sciences m'a procuré un grand bonheur. Mais que ça coïncide en même temps avec l'art de mon enfance, du Tunis musulman de mon enfance, est une chose qui est encore plus merveilleuse. Les sciences communiquent entre elles, c'est ce que je crois profondément aujourd'hui. Elles se parlent et s'enrichissent dans ces dialogues. Il est impossible de les isoler, de les confiner, de les séparer. Et je termine par une phrase de Dostoïevski, « La beauté sauvera le monde ». Donc, je laisse ça à vos questions et à vos interrogations, en vous priant de poser des questions sur cet exposé qui vous paraîtra complètement saugrenu. Alors, pour les questions, pour qu'elles soient dans le film, il faut que j'amène le micro. Voilà, donc il faut un petit peu d'ordre. Mais il n'y a pas de problème, vous pouvez poser des questions. Oui. Bonjour, déjà je voulais vous remercier pour votre très brillante présentation. Je m'intéresse particulièrement aux mathématiques et donc je m'intéressais depuis quelque temps aux relations qu'il y a entre différentes parties des mathématiques et entre les mathématiques et les autres sciences, comme vous l'avez montré pour l'étude des cristaux. Et je m'intéressais à la recherche fondamentale en mathématiques et j'ai remarqué qu'à une certaine époque, des gens comme Galois pouvaient faire des découvertes totalement fondamentales dans les groupes à l'âge de 20 ans, alors qu'à l'époque actuelle, quand on veut faire des grosses découvertes comme la démonstration du dernier théorème de Fermat, il faut combiner des aspects très différents des mathématiques que sont les équations modulaires et les fonctions elliptiques. Et donc je me demandais si à l'heure actuelle, avec l'avancée des mathématiques, on n'allait pas se heurter à une barrière qui serait une barrière physique humaine, qui serait que face à la complexité des systèmes, un individu n'aurait pas la capacité de s'intéresser à tous les domaines nécessaires pour cerner une question. Oui, c'est une très très belle question. Donc je répète la question pour tout le monde de votre camarade. Votre camarade pense que, compte tenu de l'accroissement du volume de connaissances mathématiques, il faut être suffisamment âgé pour pouvoir commencer à faire de la recherche. Alors en fait, ce n'est pas le cas. Au début de cet après-midi, j'étais à l'école normale supérieure, pratiquement en face, et on faisait faire à des lauréats de l'Académie des sciences des exposés sur leurs découvertes. Et parmi ces lauréats, certains étaient fabuleusement jeunes, avaient à peu près votre dégaine. Bon, ils avaient quelques années de plus que vous, mais ils vous ressemblaient. Alors, comment c'est possible? Comment ce phénomène est possible? C'est un phénomène qui est paradoxal. Alors, c'est possible parce que les mathématiques, mais ce n'est pas propre aux mathématiques, c'est pour beaucoup de sciences, ont un double mouvement. Il y a un accroissement des connaissances et en même temps d'énormes simplifications. Par exemple, je prends un exemple que j'avais enseigné à l'école polytechnique, le calcul des variations. Avant, le calcul des variations, c'est ce qui détermine
les formes optimales, par exemple la forme optimale d'un avion pour être le plus aérodynamique, c'est ce qu'on appelle le calcul des variations. Le calcul des variations, avant Hilbert, avant David Hilbert, qui a fait son œuvre entre 1900 et 1942, les résultats les principaux de Hilbert, était un ensemble de recettes extraordinairement compliquées. Il fallait un savoir-faire, pratiquement il fallait toute une vie pour l'apprendre. Hilbert a rayé ça d'un trait de plume et a inventé ce qu'on appelle la méthode directe. Il y avait juste un énoncé, la boule unité d'un espace de Hilbert est faiblement compacte, c'est tout. Et tout le calcul des variations était juste écrit dans cette phrase, une phrase unique, et ce qu'on appelle la méthode directe de Hilbert. Ça veut dire qu'il y a des énormes écroulements dans la science. Et donc, il y a des secteurs où on peut pratiquement partir à zéro. Certaines des découvertes qui nous ont été proposées cet après-midi, n'importe lequel d'entre vous, avec simplement suffisamment de courage, d'opiniâtreté, de travail et d'imagination, aurait pu les faire. Vous avez des choses totalement fondamentales qui sont encore à découvrir. C'est très très curieux. Des problèmes, par exemple, je vous raconte juste un problème. C'était un problème c'est comme ça que l'orateur a commencé, de battre des cartes. C'est-à-dire, on prend un paquet de cartes et on le partage en deux, on met en dessous la partie qui était au-dessus, on coupe si vous voulez. Pour ceux qui ont joué aux cartes, on coupe et on bat les cartes après avoir coupé. En fait, il s'agissait de savoir combien de fois il faut couper pour que les cartes soient réellement distribuées au hasard. Un problème extraordinairement simple. Il y a, à l'heure actuelle, un très grand nombre de problèmes extraordinairement simples qui ne sont pas résolus, qui demandent une qualité que les jeunes ont et que les gens de mon âge ont perdu, qui s'appelle l'imagination. Et c'est ça qui fait que les très grandes découvertes en mathématiques sont faites par des gens jeunes. On a la principale récompense en mathématiques qui s'appelle la médaille Fields. Nous n'avons pas de prix Nobel en mathématiques, nous avons la médaille Fields. Tenez-vous bien, la médaille Fields, il y a une condition stricte, ne pas avoir dépassé 40 ans. Si vous avez dépassé 40 ans, vous n'êtes plus éligible pour la récompense majeure en mathématiques. C'est vraiment... Et ça montre que, et ça tout le monde le sait depuis de grands nombres d'années, l'exemple de Galois n'est que le premier d'une série d'exemples où les découvertes ont été faites par des gens extraordinairement jeunes. Ça provient du fait que très facilement on retrouve des problèmes vraiment fondamentaux qui peuvent être expliqués à un enfant dans la rue, écrits avec très peu de mots. Alors, vous avez d'autres disciplines où l'érudition joue un rôle extrêmement important, la critique littéraire, par exemple. Vous devez travailler en bibliothèque, accumuler des documents, etc. Ce n'est pas le seul type de travail intellectuel. Les mathématiques ne sont pas la seule forme de travail intellectuel, mais sont la forme de travail intellectuel qui profite le plus aux jeunes. À l'Académie des sciences, on a ce phénomène. Lorsque vous voyez un jeune homme entrer à l'Académie des sciences, on est sûr que c'est un mathématicien. Dans les autres disciplines, on n'y entre qu'à l'âge de 70 ans. Donc c'est vraiment là. Ne vous inquiétez pas, votre jeunesse est l'atout principal pour faire des mathématiques innovantes. D'autres questions ? N'ayez pas peur de poser des questions, oui, il ne faut pas être intimidé. Même les plus naïves, hein, les questions les plus naïves sont souvent les plus profondes. Bon, je peux en poser une pour relancer un tout petit peu. Ce n'est pas exactement une question, c'est plutôt un commentaire. La fin de ton exposé me faisait aussi penser à la fameuse phrase d'Oscar Wilde, de « la nature imite l'art ». Donc je me demandais si ça allait dans le sens que tu dis ou... Non, l'histoire des quasi-cristaux, en réalité, ça pose un problème du coup. Alors, par opposition aux mathématiques, si vous voulez, l'étude des textes arabes du XVe siècle
suppose, premièrement, qu'on sache très bien l'arabe, qu'on sache les sciences et qu'on passe sa vie à travailler sur ces textes pour savoir si réellement les artistes musulmans avaient en quelque sorte anticipé la découverte des quasi-cristaux dans leurs règles de construction. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire quand on est jeune. Le seul fait d'apprendre l'arabe, et surtout l'arabe classique, l'arabe classique du XVe siècle, etc., ça demande un travail considérable. On a, par exemple, en France, la chance d'avoir une spécialiste des mathématiques chinoises, Madame Chemla. Mais c'est un travail qui lui a pris toute sa vie, effectivement, de voir quelles étaient les découvertes que les Chinois avaient faites en mathématiques. C'est un sujet absolument passionnant et on y passe une vie entière. Le travail du mathématicien est un travail qui est beaucoup plus, comment dire, surprenant par cette sorte de, je dirais, c'est un peu comme Rimbaud écrivant Le bateau ivre. Il faut plus penser à ça comme ce que font les mathématiciens. Ils font un travail très très original. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas travailler longtemps. Il ne faut surtout pas qu'ils se reposent sur leurs lauriers parce que l'âge, bon, apporte des qualités et des défauts différents. Mais la jeunesse est absolument indispensable dans le fait de faire des découvertes mathématiques. Alors, le point, il ne faut pas penser dans l'autre sens qu'on puisse faire des découvertes mathématiques sans les avoir apprises. Alors, il est clair qu'il faut d'abord, évidemment, accéder à ce qu'on appelle le niveau du master, c'est-à-dire suivre un maître. On ne peut pas tout trouver par soi-même, sinon on réinvente la roue. Il y a le défaut inverse qui est le défaut souvent de la jeunesse que j'avais, moi, quand j'étais jeune. Quand j'avais votre âge, j'avais toujours tendance à trop croire, à trop avoir confiance dans ma propre imagination, dans ma capacité d'aller droit au but, dans les choses profondes et essentielles, etc. Non, il faut écouter les problèmes, les gens, l'enseignement de gens qui sont déjà confirmés. Mais à ce moment-là, on remet tout ça en cause quand on est jeune, et après l'avoir assimilé, on en fait quelque chose de complètement différent, et on s'aperçoit que la personne plus âgée s'était trompée et qu'il fallait en réalité utiliser telle autre voie, etc. On a cette capacité quand on est jeune de tout remettre en cause, et la science, c'est cette perpétuelle remise en cause. Ça ne veut pas dire que la chose d'avant était fausse en mathématiques, rien n'est faux, c'est un savoir cumulatif. Mais c'est tellement maladroit, on s'aperçoit que la démonstration que telle personne avait employée était d'une lourdeur insupportable, etc. On remet de l'ordre dans tout ça, on trouve des choses beaucoup plus directes, beaucoup plus vigoureuses, et c'est ces choses-là qui seront enseignées. Ils vont ensuite que tout paraît simple et facile, et que les pas que la génération d'avant avait tant souffert à accomplir, pour vous, ce sera un exercice simple, trivial, etc. Donc c'est ça qui fait que les connaissances en mathématiques paraissent beaucoup plus légères et pas beaucoup plus lourdes au fur et à mesure que les années passent. C'est un phénomène qui est très curieux et qui provient du travail des jeunes essentiellement. Alors, d'autres questions? Oui. Par rapport à ce que vous dites pour le fait que les découvertes mathématiques sont faites par des jeunes, alors ça vous déprime pas? Enfin, vous dites pas... Je n'ai pas compris votre phrase. Ça vous déprime pas? Ah non, non, pas du tout. Ah mais non, le point qui est très curieux, c'est drôle, c'est que en réalité, c'est la chose qui peut vous faire le plus plaisir. Pourquoi? Parce que un chercheur aime sa matière, sa discipline, plus qu'il ne s'aime lui-même. Donc ce qu'il veut, c'est que la discipline vive. Et en quelque sorte, on a, quand on est, disons, confirmé, scientifique confirmé, on forme des jeunes. Et on est beaucoup plus heureux qu'un des jeunes obtienne un prix que de l'obtenir soi-même. On est beaucoup plus heureux
De même que quand vous aurez des enfants, vous verrez, quand vos enfants passeront le baccalauréat, vous aurez une émotion beaucoup plus forte que quand vous la passez vous-même, vous l'avez passé vous-même. Et il en est ainsi pour la recherche. Le fait de voir des jeunes s'enflammer pour la recherche, c'est la chose pour un chercheur qui aime vraiment sa discipline, plus que lui-même, c'est la chose la plus bouleversante, la plus belle, c'est ça le vrai sens de sa vie, que d'avoir transmis le feu sacré. Nous ne faisons que transmettre. Et c'est quelque chose que les mathématiques, qui vient du fond des âges, qui a été inventé par les Grecs, et maintenant on a de plus en plus de renseignements sur le fait que les Babyloniens avaient une démonstration mathématique. On croyait à l'époque de Dieudonné que les Babyloniens étaient uniquement des gens qui avaient des recettes de calcul et que les Grecs ont mis du raisonnement là-dessus, mais les travaux d'historiographie récents montrent que les Babyloniens savaient aussi raisonner. Donc en réalité, on recule l'âge de l'apparition des mathématiques dans l'aventure humaine. C'est quelque chose qui nous vient du fond des âges, et notre seul devoir à nous, c'est de transmettre ce feu sacré, que ça ne s'arrête jamais et que les jeunes fassent des choses plus belles que celles qu'on a été capable de faire. Je dirais donc que ça ne déprime pas, au contraire, c'est le contraire. S'il n'y avait plus d'élèves, par exemple, dans un cours de 3e cycle, les cours où on forme les chercheurs, s'il n'y avait plus d'élèves, on pourrait se tirer une balle dans la tête. Ça veut dire que le monde s'arrête, ça veut dire que ça y est, c'est la fin. L'idée qu'il y ait des jeunes qu'on enseigne qui soient critiques, qui soient attentifs, qui soient joyeux d'apprendre, la joie d'apprendre, la joie de découvrir, la joie de remettre en question, qui simplifie ce qu'on raconte, qui vous dit est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça de façon différente, etc. C'est vraiment ça qui est un des cœurs de notre métier, plutôt que la vanité de faire des choses par soi-même. Donc je dirais que cet élément de transmission, c'est vraiment une chose extraordinaire. Quand Montaigne écrivait ses essais, il était très pessimiste sur l'idée de transmission, parce que Montaigne n'avait qu'une fille, tous ses enfants sont morts, il a eu 7 enfants, dont 6 sont morts, il avait une fille qui ne s'intéressait pas du tout à ses essais. Et à la fin de sa vie, il est tombé sur Mademoiselle de Gournay, qui ne vivait pas du tout à Bordeaux, mais qui s'est complètement passionnée pour les essais de Montaigne. Et pour Montaigne, ça a été comme une sorte de révélation. Il l'a appelée sa fille adoptive. Et c'était pas du tout une histoire. Aujourd'hui, on ferait un film sur Montaigne, Mademoiselle de Gournay. Non, ça ne s'est pas passé comme ça, parce que Montaigne était réellement malade déjà, quand Mademoiselle de Gournay s'est intéressée à cette chose-là. Mais pour lui, ça a été comme une sorte de le bonheur pur, parce qu'il était obsédé par l'idée que ça se perd définitivement, et en particulier que le langage se transforme de telle façon, avec une telle rapidité, c'est l'époque où le français évoluait très rapidement. Montaigne écrit dans ses essais que dans 50 ans, les gens ne comprendront plus la langue qu'il écrit. Donc il était obsédé par cette idée de transmission. Et on est tous obsédés par cette idée de transmission lorsque on fait de la recherche. Oui. Question. Bonsoir. Vous avez beaucoup parlé du lien entre les mathématiques et la nature, les choses. Est-ce que vous pouvez vous exprimer sur le lien entre les mathématiques et les relations humaines? Ah oui, alors ça c'est très très beau comme question. Le lien entre les mathématiques et les relations humaines est une question très très belle, sur laquelle j'ai été amené à réfléchir beaucoup, parce que j'ai été longtemps influencé par un de mes maîtres qui s'appelait Laurent Schwartz. Laurent Schwartz est une des personnalités qui a le plus lutté contre la guerre d'Algérie. Il a même perdu son fils à cause de ça. Son fils s'est suicidé après avoir été kidnappé par l'OAS. Donc Laurent Schwartz a, pour moi, été, quand j'étais jeune, un héros. Mais au fil des ans, j'ai compris que la pensée de Laurent Schwartz, lorsqu'il l'appliquait aux choses étrangères aux mathématiques, était une pensée qui avait une certaine rigidité.
Parce que pour Laurent Schwartz, les choses étaient soit entièrement vraies, soit entièrement fausses. Et cette idée que quelque chose est soit entièrement vrai, soit entièrement faux, qui est l'idée de base de la construction logique des mathématiques. C'est le tiers exclu, il n'y a pas autre décision devant un énoncé. Évidemment, là, je ne vais pas sur le principe d'incertitude de Gödel, etc. Mais au niveau des mathématiques telles qu'on les pratique soi-même, de façon quotidienne, un énoncé, on arrive toujours à démontrer, avec suffisamment de travail, que c'est soit vrai, soit faux. Et on ne publie jamais une troisième conclusion. Donc, cette habitude des mathématiques vous donne un regard sur la vie qui vous entoure qui est souvent très brutal. Donc ça, c'est le défaut des mathématiciens, défaut qui était remarqué depuis toujours. C'est pour ça que Pascal parle de l'esprit de géométrie et de l'esprit de finesse. Donc c'était... Donc les liens entre les mathématiques, entre la formation par les mathématiques et je dirais, les problèmes humains qui entourent les problèmes de la société sont, je mettrai un point d'interrogation, et c'est pour ça que je serais terrifié si les jeunes n'étaient formés que par les mathématiques. Je dirais par exemple que la physique, l'enseignement par la physique, et le goût de l'expérience vous amène à une finesse dans le jugement et dans l'appréciation que souvent les mathématiques n'ont pas. Les mathématiques, quand on les voit par exemple, dans une université, je pense par exemple beaucoup à un de mes anciens collègues à Yale, Serge Lang. Les mathématiciens sont en général des gens querelleux et qui arrivent à faire des problèmes à partir d'un détail, par exemple. Ils prennent un détail qui ne leur plaît pas et ils montent une sorte d'énorme machine au lieu que de penser que bon, ce détail, dans un an, aura disparu et qu'il faut voir les choses avec plus de finesse. Donc, les mathématiciens que j'ai connus, les grands mathématiciens que j'ai connus, étaient des gens qui étaient extrêmement rigoureux, quelquefois. Certains ne l'étaient pas. Mais beaucoup étaient des gens qui avaient un peu des œillères, qui avaient des jugements absolus. Et donc qui étaient capables, par exemple, de s'enthousiasmer pour des choses politiques invraisemblables. J'ai connu des tas de mathématiciens communistes, par exemple, qui avaient, pour eux, ils avaient réduit le communisme en axiomes, les axiomes leur plaisaient, la réalité dans les pays socialistes, ils étaient complètement indifférents, la souffrance des gens, etc. Les axiomes étaient corrects, donc la théorie était correcte, donc il fallait l'imposer. Ça, c'est le danger d'une formation uniquement avec les mathématiques. Donc, c'est pas une réponse à votre question, mais c'est un doute que j'ai sur le fait que les mathématiques doivent être imposées comme clé universelle pour comprendre le monde qui nous entoure. Je dirais, moi, je suis plutôt émerveillé quand je termine par les sciences communiquent entre elles. Je ne dis pas du tout que l'une doit diriger les autres, en aucun cas. Pour moi, en aucun cas. Les mathématiques s'enrichissent continuellement des problèmes qui sont apportés par les autres sciences. La communication va dans les deux sens. Il n'y a pas plus d'hégémonie des mathématiques qu'il n'y a une hégémonie d'une culture sur une autre, d'une civilisation sur une autre, d'une religion sur une autre. En aucun cas. Et pour moi, ça serait la chose. Toute ma vie, j'ai été plutôt dans une direction inverse. J'ai aimé que des physiciens, des gens de l'extérieur me posent leurs problèmes, de comprendre leur point de vue, de comprendre leur façon de raisonner. De comprendre la façon de raisonner d'un physicien était une des expériences les plus remarquables que... mais oui, au jour le jour, de voir des physiciens faire une expérience, recommencer 12 fois l'expérience avant qu'elle ne marche, etc. Et quand j'ai vraiment compris la passion et la précision et la lutte pour la vérité d'un physicien, j'ai cessé de ricaner comme le font les mathématiciens d'habitude en disant tout ce que font ces gens-là est imprécis. Donc, je ne voudrais pas que la formation par les mathématiques donne cette déformation de l'esprit humain qui est de penser
que nous sommes les seuls juges de la vérité, en aucun cas. Une quête de la vérité ne veut pas dire qu'on accède à la vérité, en aucun cas. Hein, ce sont deux choses très très différentes. C'est un goût pour la vérité, une ardente passion pour la vérité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi, c'est simplement pour demander où en est la recherche, la recherche mathématique dans le monde. Quels sont les pôles? Alors là, je peux, disons, on a l'impression, la sensation d'avoir écouté ces exposés des lauréats de l'Académie des sciences, des jeunes lauréats de l'Académie des sciences. Je dirais que la recherche en mathématiques n'a jamais été aussi foisonnante que maintenant. Loin de se calmer, elle s'accélère. Et elle s'accélère parce qu'un certain nombre de tabous sont tombés. Donc, par exemple, le fait de disposer d'ordinateurs, de calcul scientifique, fait qu'il y a des immenses domaines qui étaient inaccessibles, qui sont maintenant rendus accessibles. Donc ça a renforcé l'importance des mathématiques. Je donne un exemple qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est quelque chose sur lequel j'avais un préjugé. Il y a un domaine de la recherche en informatique qui s'appelle les bases de données. Et tout le système de Google, des moteurs de recherche, est une expression dont on se sert tous les jours du travail sur les bases de données. En écoutant un exposé d'un de mes collègues qui s'appelle Serge Abitboul, qui est un informaticien, j'ai appris que tout le travail sur les bases de données était inspiré des travaux d'un logicien du début du siècle qui s'appelle Tarski. Donc, il y a quelque chose qui au départ était de la logique mathématique, qui semblait n'intéresser qu'un public extraordinairement restreint de mathématiciens professionnels, et même qui étaient au banc, en général, du groupe des autres mathématiciens, qui trouvaient que les recherches sur la logique mathématique, où chaque mathématicien devait savoir ce qu'était la logique mathématique, et ça suffisait comme ça. Or, les recherches de Tarski, c'est ce qui a permis la création de Google. Donc, il y a, à l'heure actuelle, alors ça, c'est complètement bouleversant. C'est les recherches sur les bases de données, toutes les recherches sur les théories du langage, qui étaient en apparence des préoccupations de logiciens, jouent un rôle absolument capital dans l'informatique. L'informatique n'est pas, contrairement à ce qu'on pense, la construction de semi-conducteurs. C'est une façon de structurer la pensée, la recherche, la pensée scientifique, etc. Et le semi-conducteur n'est que l'instrument pour cette structure. Maintenant que l'instrument est tellement souple et tellement bon marché, on peut faire des architectures mentales avec l'informatique qui sont complètement fantastiques et qui demandent des travaux mathématiques extrêmement profonds. Donc il y a tout à coup... Je donne un exemple sur le fameux, un exemple que tout le monde va comprendre, c'est le théorème des 4 couleurs. Qu'est-ce que c'est le théorème des 4 couleurs? C'est l'idée que si vous dessinez une carte imaginaire avec n'importe quelle configuration de pays, séparés par des frontières, il suffit de 4 couleurs pour que 2 pays contigus n'aient pas la même couleur, qu'on puisse visuellement distinguer les pays. C'est-à-dire 2 pays lointains peuvent avoir la même couleur. Hein. Vous pouvez avoir une infinité de pays, c'est dans le plan. Hein. Vous avez une infinité de pays, vous avez une carte infinie, il suffit de 4 couleurs pour la colorer. La France bleue, l'Angleterre jaune, l'Allemagne verte, etc. Mais en réalité, on n'a besoin que de 4 couleurs. Alors, le théorème des 4 couleurs a une histoire très longue. Il a été démontré, sauf qu'il y avait à peu près 200 milliards de cas particuliers, de configurations particulières, qu'il fallait calculer sur ordinateur. Si bien que personne ne savait si la démonstration du théorème des 4 couleurs était un fait expérimental, c'est-à-dire utilisé à l'ordinateur, ou non.
Et donc c'est une situation très embarrassante. Or, les informaticiens ont, en quelque sorte, créé ce qu'on appellerait une métapreuve qui permet de démontrer, à un niveau supérieur au niveau de la théorie des langages, la validité d'une démonstration du terme des 4 couleurs. Donc, alors c'est une direction de l'informatique qui est extraordinairement importante, c'est tout ce qu'on appelle certification de preuves, vérification de logiciels, etc. Quand vous prenez Airbus, n'importe quel avion, vous avez des algorithmes qui ont été mis au point pour vérifier qu'il n'y ait pas de bug dans l'algorithme qui fait la commande automatique des avions. Tous ces travaux ont donné une dimension complètement fantastique aux mathématiques. Mais complètement fantastique. C'est-à-dire, la distinction, la frontière entre mathématiques et informatique au niveau des bases de données et théorie du langage n'existe plus à l'heure actuelle. Donc ce qui est très curieux, c'est que la situation des mathématiques aujourd'hui n'a absolument aucun rapport avec ce qu'elle était il y a 50 ans. Il y a aussi une autre tendance qui est l'expérimentation. Le fait qu'on ait des ordinateurs a permis de se lancer dans beaucoup plus d'expérimentation numérique qu'avant, et donc il y a beaucoup plus de faits extrêmement simples qui avaient complètement échappé à l'attention des gens, qui sont maintenant des conjectures sur lesquelles les mathématiciens travaillent, etc. La situation est en violente explosion. C'est très très curieux, et pas dans une sophistication décourageante. Il y a régulièrement un retour aux fondamentaux et qui sont interpellés. C'est très curieux, c'est-à-dire que les besoins de l'industrie ne donnent pas du tout des mathématiques qui sont dégoûtantes, pleines de calculs approchés, etc. Au contraire, donnent des besoins de mathématiques très profondes, en particulier de la logique. Ça, c'est le rapport entre logique et informatique, ça a été une des grandes révolutions du siècle. Pour donner un exemple, par exemple, la première fois qu'on a tiré la fusée Ariane, elle a explosé en vol. À une autre époque, les gens auraient considéré que c'était un problème de résistance des matériaux, du fait que le combustible n'avait pas la bonne qualité, etc. Et Jacques Lyons, avec la collaboration de Gilles Kahn, les deux sont maintenant décédés, a compris que c'était un bug d'informatique qui était ce qu'on appelle un overflow. C'est-à-dire qu'il y a trop de capteurs qui envoient simultanément des indications sur le fonctionnement de la fusée et que le système informatique a mal réagi, donc un problème de théorie de langage. Et en réalité, c'est parce qu'ils avaient pris le même logiciel que sur la fusée précédente, sans faire attention au problème de changement d'échelle, et qu'il y aurait un overflow informatique. Donc ça veut dire que alors, le Gilles Kahn, qui a travaillé sur ce problème, est un mathématicien. Donc c'est lui qui a trouvé le bug informatique, et maintenant les fusées Ariane fonctionnent correctement. Donc la situation actuelle est pour un jeune, justement, une situation qui est absolument, je dirais, révolutionnaire. La recherche en mathématiques est à l'heure actuelle, en quelque sorte, part de façon foisonnante dans toutes les directions, je dirais. Voilà mon... Est-ce qu'il y a encore des questions? Non. Bon, ben, donc merci encore.